Ah, voilà, évidemment. Alors, pardon YouTube, hein, voilà. Oui, parce que du coup, c'est quand même un projet de longue date qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je vais me permettre de l'enregistrer. Je m'en excuse platement. Alors, les devoirs des animeux animeuses. C'est la partie du coup qui est le plus soumise à interprétation. C'est-à-dire potentiellement de la bagarre, des gens qui vont mal parler, un cauchemar. Et enfin, la seconde partie, qui est en fait un point technique, mais qui en fait est assez long pour être une seconde partie de présentation, voire même une seconde moitié, et oui, incroyable. Là, on va s'intéresser du coup à tout ce qui est, c'est comme son nom l'indique, hein, évidemment, les points techniques. Habillage sonore, vos voix n'ont pas à être nues. Elles ont le droit d'être habillées. Voilà, je vous l'ai dit. Je te le dis à toi, public. Entraînement vocaux pour avoir des voix énormes et sèches. Alors, bon. Je sais qu'effectivement, la référence n'est pas nécessairement des plus heureuses. Sachez que ce genre de blagues vont être récurrentes parce que je suis, au final, petit blagueur, je suis trop MDR. S'organiser pour ne pas paniquer. Voilà, donc là, voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire là? Faites tout l'inverse. Et à partir de là, même si vous n'écoutez pas la partie, vous devriez à peu près réussir à vous en tirer. Traquer ses sales habitudes de langage et savoir quand on doit écrire ou ne pas écrire ses speaks. Voilà, là par exemple, d'hésitation totale, radicale et absolue, c'est justement une sale habitude de langage. Voilà. C'est pour se donner un moment de réflexion, ce genre d'éléments, mais bon. On reviendra là-dessus aussi plus tard. Et enfin, conscientiser sa parole en groupe, différentes fonctions d'animeux-animeuse, et survivre à un souci en live. J'espère que vous êtes prêts, mes petits. Évidemment, ça à ne faire qu'en gag. Utiliser la voix des animateurs de boîtes de discothèque, ça ne peut plus qu'être qu'un blague. Oui, évidemment, bravo à toi, ma petite bichette. Ça ne peut plus être qu'une vanne, un petit peu... même un petit peu frelatée, hein, vraiment. Alors... Paf. Alors... À qui m'adresse-je, nom des dieux? Sachez que cette sous-partie n'échappera pas à un écho classique de ce genre de présentation, blague proleptique MDR de rigolade. Alors, jeune, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau de formation, si tu souhaites en faire ton travail, rémunérer et gagner de l'argent avec ça, je vais devoir te révéler quelque chose d'excessivement tragique. C'est le pire plan. Mais pourquoi donc ? Nous avons affaire à un secteur extrêmement concurrentiel. C'est-à-dire que, littéralement, il y a plein de gens qui ont absolument envie de piquer ton taf. C'est-à-dire des gens qui voient un micro, ils ne savent plus comment se tenir, sont en train de bouger des bras, ils me disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, bref, prêts à mettre des bourre-pifs juste pour faire une blague de très mauvais goût dans un micro pour 2-3 minutes. Bon, certains pourraient penser que c'est l'envie, effectivement, d'atteindre la gloire, de toucher les foules. Non, en fait, c'est juste que c'est excessivement agréable de raconter des trucs dans un micro une fois qu'on commence à prendre le coup et à être un petit peu mordu. Voilà. Donc, il y a une espèce d'effet de passion qui va effectivement agglutiner beaucoup de gens sur ces tafs-là. Beaucoup plus, en fait, que ce que le monde du travail cruel et fourbe tel qu'il est peut en accueillir actuellement. En termes de sécurité de l'emploi, nous arrivons à un négatif, c'est-à-dire que déjà, je pense que vous avez entendu parler des CDI de mission. Les CDI de mission, c'était déjà actif en forme de CDI dans le milieu là, dans le milieu du coup de la radio, avant que ça soit légal en fait. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment te faire virer du soir au matin parce que ta tête ne revenait pas. Alors je vérifie aussi de mon côté, hein, parce que si ça se trouve, je suis en train d'en demander beaucoup trop à mon PC. Non, ça va. Mon PC survit. Mais t'inquiète, hein, Mr. Hinton. Voilà.
Bah ouais, franchement, ça m'arrangerait en fait, parce que je risque d'avoir besoin d'un petit peu de modération. Tuk. Alors, oui, en termes de sécurité de l'emploi, en fait, littéralement, il peut y avoir un directeur d'antenne qui t'a dans le pif et qui va te virer vraiment du jour au lendemain. C'est vraiment, enfin, c'est d'un coup, ta vie s'effondre, tu ne sais plus comment faire, tu dois lâcher ton appart complètement à l'arrache et te galérer à chercher du taf. Merci Blade. Aussi, en termes de paye, on dit... ah non, en termes aussi, pour tout taf avec un secteur extrêmement concurrentiel pour pouvoir entrer dedans, on dit aussi conditions de taf dégueulasses. C'est-à-dire, ça m'est très couramment arrivé de voir des gens qui sont en place depuis des années, on les appelle 3-4 jours à l'avance, et là, on leur annonce... Bon, allez, ils ont déjà fait une semaine de 6 jours. Bon, ils vont bien pouvoir se rajouter une dernière petite journée. Un petit dimanche, un petit 7 heures de travail, un petit 7 heures d'animation. Allez hop, t'es content, t'adores ça. Et ce, bien évidemment, plusieurs semaines d'affilée, sinon c'est pas marrant. Et enfin... Comment dire? Le but de la manœuvre de se faire embaucher, c'est d'être payé. Eh bien... Très souvent, tu vas être payé en passion ou en stage d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on arrive des fois à des aberrations. J'ai souvenir d'avoir vu Énergie fonctionner avec un petit 30% de stagiaires, là, un plaisir. Et comment me faire plein de potes en live sur les internets. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ce taf-là si c'est aussi l'enfer? Parce que aussi, des bons côtés. En fait, j'en vois deux, là, d'un point de vue purement professionnel. Déjà parce que, bon, enfin, raconter des trucs dans un micro, quand même, c'est marrant. Non, c'est tout, hein, j'ai pas plus à dire, voilà, enfin, là, je passe un bon moment, enfin, voilà, je suis en train de kiffer ma vie. Même si j'ai l'air absolument stressé et paniqué, hein, ça, voilà, ça n'enlève en rien, en fait, même. Cette espèce de shot d'adrénaline, une fois qu'on se plonge dans la foule, et je suis... je n'ai que 2 heures de créneau, il faut que j'arrête de raconter des bêtises. Et enfin, si tu es payé, effectivement, ce grand manque de sécurité, en fait, est compensé par un salaire relativement haut. C'est-à-dire que même quand tu débutes, même quand t'es assistant pour une émission, tu te retrouves très facilement avec un 1400 par mois, net d'impôts, avec en plus derrière les droits d'auteur qui vont se greffer si tu as tendance à écrire. Voilà. Bon. Après, effectivement, hein, t'as un statut dégueulasse, mais au moins, t'as de la moula dans cette histoire. Par contre, je suis désolé, je vais devoir bouger un tout petit peu mon setup et tout. Alors, hop. Et hop. Donc voilà, enfin. En gros, à chaque fin de sous-partie, je vais prendre un petit peu de temps pour les questions. Et bien évidemment, voilà. J'ai surveillé ça derrière. Je répondrai aux questions aussi sur YouTube. Vous en faites pas. Waouh. Alors. Oui, effectivement. Tu fais peut-être ce travail, tu es peut-être rémunéré alors que moi je n'ai jamais eu cette chance-là, mais je m'adresse aussi à toi. Tout simplement parce que tu fais un nombre d'erreurs mais incalculable, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse, même Nagui il fait de la merde, tout le monde fait de la merde dans ce taf-là, c'est normal. C'est un taf artistique, il y a plein d'erreurs qui se font, il y a plein de choses qui sont soumises à jugement, et au final, la frontière entre ne pas faire n'importe quoi et faire tout bien nickel est extrêmement fine. Voilà. On passe son temps à se planter. Jusque-là, rien d'anormal dans quelque chose d'artistique. Ce qui est énoncé ici, ce sont des grands principes, ainsi que leurs extensions logiques, en tout cas qui me semblent logiques, voilà, absolument naturelles. Évidemment, je ne m'engage pas à d'aucune manière à réussir à appliquer tous les conseils énoncés ici et tous les trucs qui me semblent pourtant excessivement logiques. Et enfin, je suis anarchiste, j'aime donner des leçons de vie à absolument tout le monde parce que j'ai raison et que je vous emmerde et que le capital tombera et que j'ai les cheveux roses, donc j'ai raison. Oui. Ceci est de toute bonne foi, je vous le jure. Alors...
Aussi, tout ceci s'adresse à toi. Si tu fais un taf proche, voilà, donc par exemple, si tu as tendance à parler aux gens avec un rapport relativement unilatéral, au final, beaucoup de ce que je vais pouvoir, beaucoup des éléments que je vais pouvoir énoncer vont aussi s'appliquer. Donc c'est-à-dire, tu es prof, conférencier ou conférencière, streamereuse, traite de l'animation qui finit à la télé, doubleur, rhéteur, lanceur de chansons en manif, que sais-je encore, tu vas utiliser ta voix ou d'autres éléments rhétoriques non verbaux pour communiquer des choses publiquement. Voilà, c'est le principe. C'est le principe d'animateur. Tu utilises des éléments de langage plus ou moins harmonieux, plus ou moins intelligemment agencés, plus ou moins proprement agencés pour t'exprimer. Et pour exprimer des informations, des idées, un bon moment, tout et n'importe quoi, bref. Mais oui, aussi, je m'adresse à toi, public. Et oui, parce que l'esprit critique et le recul sur ce que tu es en train d'écouter, de lire, de voir, de tout et n'importe quoi, c'est comme les organes internes. On en a toutes et tous besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu vas prendre excessivement au sérieux et qui, au final, vont faire n'importe quoi. Donc là, c'est pour t'aider à avoir des éléments un peu supplémentaires. Et voilà, là, par exemple, vous avez pu voir en live une grossière erreur technique de ma part. Je n'avais pas parfaitement fait mon setup. Voilà. Bon, effectivement, c'était traité avec flegme. Et d'ailleurs, voilà, je continue à faire ces erreurs-là. Mais bon, c'est uniquement pour vous apprendre, c'est pas uniquement parce que j'ai la capacité d'attention d'un papillon mort depuis 3 semaines. Aussi, grâce à l'explosion des réseaux sociaux et des moyens de communication à budget très réduit, les frontières entre émetteurs et récepteurs, donc toujours ce rapport-là, quelqu'un qui raconte un truc, quelqu'un qui écoute un truc, avec soit un ping-pong relativement direct, soit de par l'interface utilisée, ce manque de répondants inhérent. Du coup, les frontières entre émetteurs habituels et récepteurs habituels, donc c'est-à-dire entre les gens qui sont formés et qui font ça de leur vie parce que c'est un taf en fait, s'affinent très clairement. C'est-à-dire que tout un chacun commence de plus en plus et de manière de plus en plus prenante à être tout un chacun un petit animateur, une petite animatrice. Et au final, on arrive à un début de démocratisation quasi totale de ce taf-là. Chose voilà, que j'accueille avec le plus grand plaisir, évidemment. Mais qui n'est pas nécessairement bien vue, et c'est d'ailleurs le pourquoi du comment. À la télé, on parle des terribles réseaux sociaux et que Raphaël Enthoven m'a bloqué sur Twitter de mon premier jour d'arrivée. Et aussi, voilà, je souhaite vous sortir de positions qui me semblent dangereusement passives face à ces gens qui vous inondent de leur charisme dégueulasse. C'est-à-dire, si Mister MV vous fait rire juste en disant bonjour, c'est pas pour rien en fait. C'est que, de manière plus ou moins consciente, il l'a appris, ça. Il a appris à faire rire les gens juste en disant bonjour. Moi c'est pareil. Pardon, toute fumeur. Moi c'est pareil. Tout le monde c'est pareil. Bref, avoir le swag dans l'assistance et briller de mille feux et briller de mille feux de la sorte, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. En bref, je parle à tout le monde mais sans le dire, le gag est là, l'humour proleptique forcé, j'adore, je suis une personne absolument atroce, autant en rhétorique qu'en humour, qu'en stylistique, qu'en montage image et qu'en présentation graphique. Si vous voulez ne pas finir comme moi, allez mater la VOD de Sovan sur After Effects, après vous me remuerez content. Oui, j'assume absolument tout ceci. Tout me va là.
Là, voilà, voilà. Quand je vous dis que voilà, je ne saisis pas encore mon corps dans l'espace, voilà. Ces propos-là sont d'un lucide rare. Tuk tuk tuk. Deuxième partie. Grantin Petit B. Ah oui, non mais là, voilà, on retourne au collège hein, en termes de présentation. Hein. À qui qu'elle s'adresse l'animatrice, je te vous le demande bien. Alors pour citer un artiste complet qui passe son temps à raconter ses histoires de sexe, l'humour proleptique, c'est en gros... c'est un jeu de mots claqué. En gros, une prolepse, c'est quand on annonce le futur dans une phrase, dans un énoncé. Et voilà, c'est une figure de style assez classique dans la littérature. Voilà. Et du coup, bah, faire une blague sur le futur, c'est... Oui, je sais, je souhaite m'excuser au nom de la Bichette Prod, tout entière. Je sais. C'est terrible. Du coup, l'animateur, à qui s'adresse l'animateur? Je ne saurais que citer Brian Molko à un début de concert. Bonjour, nous c'est Placebo et vous êtes le public. Citation prise sur www.citation.rock.free.fr. Alors, je sais, il y aura forcément quelqu'un qui me dira que ma source est complètement éclatée au sol, que le site il est dégueulasse, que le site ne cite pas ses sources, que c'est n'importe quoi, que ça se trouve Brian Molko n'a jamais dit ça. Alors, oui, mais en fait, c'est pas l'important en fait. Enfin, déjà l'important, ça me donnait une excuse pour mettre cette fantastique image de Brian Molko, hein, qui déjà me ravit le cœur et m'enchante. Mais aussi, cette phrase est quand même très révélatrice, malgré le fait qu'elle soit excessivement comique, du rapport qu'il y a entre émetteur relativement unilatéral et le public. C'est-à-dire qu'il y a une césure très nette entre les deux, et que du coup, va y avoir un émetteur qui va très clairement dominer le discours. Voilà. Je n'ai pas du tout eu du mal pour dire ce que je raconte, ce n'est pas vrai. Sachez qu'à tout moment... Bah tiens, d'ailleurs, hop là, à tout moment, je m'en excuse platement, mais j'ai la tête qui commence à faire des floc-floc. Touk et touk. Alors, si j'étais en thèse, je rappelais cette partie. Le public, c'est être polycéphale, varié et pourtant empli de contradictions endogamiques à sa condition. Là, bon, puisque je vous respecte un tout petit peu, on va appeler cette partie... Pour être précis, on dit les publics et non pas le public. Alors, généralement, la manière dont le public est considéré, donc en tant que grand public... On va appeler ça la majorité silencieuse. C'est-à-dire que si les gens n'apprécient pas ce qui est sous leurs yeux, dans leurs oreilles, ces gens vont juste partir. Ils vont pas mal parler, ils vont pas dire « il y a plein de soucis, c'est n'importe quoi ». Mais, hop là, je vérifie juste un truc, hop là, non c'est bon, tout est ok. Pardon, voilà, potentiellement un problème technique, je préférais quand même m'en enquérir. Donc oui, voilà, en fait, ce sont en fait les gens qui vont être très passifs, qui vont juste être là pour écouter, pas nécessairement interagir. Bref, voilà, qui souhaitent avoir ce rapport-là, recevoir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire, que quelque chose soit pertinent ou pas. À la rigueur, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que, enfin, les gens viennent parce qu'ils ont juste envie de venir, tout simplement. Néanmoins, à propos de ces braves gens, la première information que j'ai eue, c'est n'oublie jamais que les gens sont cons, mais ne prends jamais pour des cons. La personne qui m'a sorti ça, évidemment, je tairai son nom, pour des raisons évidentes, pour qu'il puisse garder un tout petit peu de son honneur suite à cet enseignement absolument dégueulasse. Mais néanmoins, c'est révélateur de la manière dont le public est pensé en termes pro. Voilà, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il est fort probable que vous soyez pris pour des espèces de vaches à lait à visionnage.
Euh, Voilà. J'espère que cette nouvelle ne vous choque pas trop. Donc vous n'avez pas l'impression d'en tomber trop des nues. Alors, le public aussi. Là, c'est une prise de position personnelle, quelque chose de fort. Le public aussi peut être connaisseur, autant sur le sujet, qu'en ce qui concerne le fait de créer une émission. Donc généralement, ça va être vos potes. C'est-à-dire que ils vont dire « Ouais, j'ai vu un petit problème technique, comment que ça se fait ?» Ou alors « Tu peux utiliser tel ou tel logiciel ?» Ou alors « J'ai apprécié cette petite touche artistique incroyable à tel moment ?» Ou alors « Excellente vanne proleptique. » Très sincèrement, je n'arrive même plus à me contenir de rire. Donc là, généralement, voilà, ce seront des gens où il y aura des interactions, qui vont vous envoyer des pavés que vous aurez envie de lire, et qui deviendront vos potes au bout d'un moment, en fait, tout simplement. Voilà. Le public passionnel. Alors ça arrive très couramment avec ce type de relation. Alors, c'est pas nécessairement le syndrome du professeur, hein, mais c'est aussi... mais c'est aussi lié au fait qu'il y ait une relation relativement unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui domine complètement le discours, et quand même des gens qui restent. Donc à partir de là, il y a des gens qui vont énormément apprécier, et ça risque de faire effet boule de neige en termes d'appréciation, et vraiment, enfin, avec des gens, je vais pas dire qu'ils vont se découvrir une passion pour quelqu'un, parce que c'est pas complètement vrai, mais qui en tout cas auront un rapport très émotif à cette personne. Je sais pas, par exemple, mal parler d'un animateur qu'on adore, ça fait toujours mal dans le cœur en fait. C'est comme directement nous critiquer nous, puisqu'au final, on intègre vraiment le fait d'apprécier ce que fait cette personne. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus compliqué quand des gens, pas nécessairement très recommandables, utilisent à fond les registres émotionnels pour captiver leur public. Ce qui arrive à des choses absolument absurdes, à des gens qui vont défendre des positions mais complètement indéfendables balancées par tel ou un tel, qui se retrouvent juste à avoir une énorme communauté derrière son dos. Et enfin, les derniers, les gens qui pratiquent le hate watching. Je sais, c'est pas bien, mais sauf qu'on le fait tous et toutes. Voilà. C'est bon. Alors après, il me viendrait pas à l'idée, par exemple, après m'être fait du mal et à regarder, je sais pas, c'est des trucs particulièrement détestables, comme Virginie Vota, enfin des trucs, je sais pas, voilà, n'importe quoi, ça se part complètement en live. Tac. Et tac, un jour j'arriverai à faire ça de manière fluide. Oui, du coup, après avoir... voilà, personnellement, moi, ça me viendrait pas à l'idée de... Mais à l'aide ça me viendrait pas à l'idée, par exemple, de poster un commentaire méga salé en disant que j'ai détesté ce que je viens de regarder, parce que j'étais là pour venir voir un truc que je déteste, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des gens qui regardent ça... Enfin bref, il y a une série de raisons extrêmement longues, et la plupart qui sont pas très très bonnes. D'ailleurs, en termes de psychologie, c'est un truc qui s'appelle le Schadenfreude, c'est-à-dire voir quelque chose qui vous semble complètement inepte et mauvais en termes de qualité pour un petit peu vous en moquer, quoi. Voilà. Je sais, et nous sommes tous équipés de Schadenfreude. Je vais peut-être l'écrire, ça. De Schadenfreude. Et bah, il se peut qu'on se retrouve à l'utiliser pour se divertir. Couramment. Je suis désolé. Mais du coup, le tout aussi, c'est d'avoir conscience qu'on est en train de faire ça et de ne pas pourrir les gens qui font ça. Sauf si ces braves gens font des trucs absolument lamentables. Bon, là, voilà. Mais bon, là, c'est une histoire de critique politique. Bon. Nous avons encore le temps de venir là-dessus. Tuk. Ok. Alors, animatrice qui sexissait dans l'e-sport.
Alors, on peut voir l'animatrice comme sa propre caricature, c'est-à-dire quelqu'un d'excessivement drôle qui va faire rire les foules, qui va tenter de vous donner une énergie qui sommeille en vous depuis toujours. Et bref, voilà, enfin, c'est juste quelqu'un qui va être là pour essayer de vous faire kiffer un moment qui autrement aurait été parfaitement neutre, qui est parfaitement d'ailleurs résumé par ce monsieur-là, ce monsieur qui est en hamburger, qui est sexy et inutile. Néanmoins, nous sommes dans un monde terrible, où tout est politique, où tout est savoir. C'est aussi quelqu'un qui est capable de rendre fluide, justement, un savoir, puisque son travail est de base faire passer un bon moment. Et on peut essayer de faire passer un bon moment de manière relativement constructive. Et du coup, pour essayer de rendre ça fluide et propre, en fait, il y a tout un tas de techniques rhétoriques, il y a tout un tas de stylistiques qu'on peut déployer pour essayer de captiver, d'intéresser les foules. Ça, voilà, c'est un grand bail de professeur. Je vais prendre l'exemple du professeur parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais, voilà. C'est... on a envie, justement, de rendre ça, comment dire, intéressant de cœur, voilà. Et des fois même, c'est des journaleux qui se retrouvent à faire de l'animation. Alors faut pas trop leur dire parce qu'ils vont se vexer, hein, voilà. Mais oui, je vous l'avoue. C'est-à-dire que il y a un rapport en fait un peu particulier entre journalisme et animation. De base, le journalisme, c'est donner une information claire, précise et détaillée comme il y en a besoin en fonction de l'information offerte, délivrée. Mais en fait, il y a tout un tas d'entre-inspirations entre les deux. C'est-à-dire que des fois, les animateuristes vont s'inspirer des journalistes, des journalistes en fait tout simplement, vont s'inspirer du coup des journalistes aussi pour pouvoir rendre plus précis l'information que ces braves gens voulaient délivrer. Bref, ce sont deux fonctions absolument complémentaires. Voilà. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Non, en vrai, n'hésitez absolument pas parce que j'ai vraiment peur aussi de ne pas avoir été clair et de m'être complètement perdu dans ce que je racontais. Donc, voilà. Je préfère... Voilà, c'est... Bon, rappelez-vous, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des connards pédants qui disent qu'il y a des questions stupides. Et je fais pas partie des connards pédants. Alors... Causer, bon c'est vachement bien. Causer dans un micro, c'est vachement rigolo. Ça fait en plus une décharge de dopamine absolument vénère. Mais alors comment qu'on fait ça? Bon, je vais pas vous cacher plus longtemps le taf des animateurs radio. En gros, en fait, c'est faire passer un moment en fait. C'est faire passer un moment. C'est en termes de divertissement pascalien, c'est faire passer un moment pour, je sais pas, en fait, juste l'occuper en fait. C'est le rendre plus sympa qu'il ne l'aurait été. C'est pas nécessairement essayer de faire rire les foules. C'est pas nécessairement essayer de délivrer absolument une information, mais c'est juste essayer de rendre un moment plus agréable. Soit avec de l'esthétique, soit avec ce qui est raconté dedans. C'est littéralement, en fait, il y a cette idée-là dans la conception de la radio. Mais je vais revenir de ça à la fin de ce slide. Néanmoins, l'animatrice radio est vecteur-vectrice de savoir. Ce savoir, alors, personnellement, je le découpe en 3 catégories. Le savoir commun, où on va potentiellement approfondir le sujet, mais des fois juste rappeler un savoir commun. Voilà. Quelque chose de simple, une info simple admise par quasiment tout le monde. Ça va pas être un souci. Le savoir légèrement complexe. Donc là, c'est-à-dire, il y a des bases, donc on va pouvoir sous-entendre énormément d'informations sur ce savoir-là, mais on va apporter une touche supplémentaire que les gens ne connaissaient pas. Enfin, que la plupart des gens ne connaîtraient pas.
Et enfin, le savoir technique. Donc ça, le savoir technique est ce que l'animatrice radio va éviter comme la peste en bougeant des bras en faisant « Non, au secours, à l'aide, j'ai pas assez de temps sur mon speak !» Parce que, évidemment, il y a des impératifs de temps absolument démoniaques pour des histoires de rythme et aussi pour des histoires de psychocognitives que je ne vais pas aborder en ces lieux ce soir, tout simplement puisque ça prendrait des plombes. Alors, la manière dont on veut, le savoir qu'on veut faire partager, va du coup faire complètement changer la manière dont on va aborder ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours partir du principe que le public est vierge d'informations sur énormément d'éléments, d'où la phrase de tout à l'heure. N'oublie jamais que le public est con. Ce qui n'est pas vrai, vraiment. Mais par contre, en termes de savoir, le public peut être complètement ignare, et être ignare n'est pas du tout un problème. Voilà, ce n'est pas un drame. Et justement, l'animatrice radio est là aussi pour apprendre en fait des choses aux gens. Voilà, par contingence. Et par exemple, voilà, je vais me retrouver sur Énergie. Bon, alors, si on... Je ne veux pas, par exemple, faire des blagues sur le fait que Chipzel est une saxophoniste désastreuse. Voilà. Qui dans le public sait qui est Chipzel déjà là ce soir, alors qu'il est fortement probable que vous ayez déjà entendu ses musiques. Voilà, personne. Donc bon, si je me retrouve à faire des blagues sur ses talents de saxophoniste, très sincèrement, voilà, enfin, personne n'est à l'aise, personne n'est tranquille, j'ai des sueurs, j'ai envie de fumer en live, enfin, c'est n'importe quoi. Et enfin, dernier point, c'est pour ça qu'il y a un petit déproche, mais peut-on rire de tout avec n'importe qui? Oui, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que cet adage-là est sans doute une des choses, les plus importantes à comprendre. C'est qu'il y a un contexte à tout. Et il est possible de parler de tout, mais pas de n'importe quelle manière. Voilà. Donc, peut-on rire de tout? Peut-on rire avec n'importe qui? Le mot le plus important de cette phrase n'est pas n'importe qui, n'est pas tout, n'est pas rire, mais c'est avec. Et oui. Après, évidemment, je ne vais pas vous le cacher, inviter Jean-Marie Le Pen au tribunal des grands délires, puisque là c'est le contexte où il avait été invité, c'est un exercice de style absolument démoniaque. Et bien évidemment tout du long de l'émission d'ailleurs que je vous conseille d'écouter, puisque c'est effectivement la seule manière possible d'accueillir le fascisme sur une radio grand public que j'ai jamais vue en fait. Voilà. C'est la seule et unique manière. Il y a que ça où c'est possible. Parce que, voilà, comme on le sait, le fascisme, c'est communément admis, c'est caca en fait. Voilà, c'est pas bien, c'est prout. Pour ne pas dire plus. Eh bien, cet extrait-là, en fait, va littéralement parler, du coup, de la manière d'aborder tous les sujets possibles et imaginables. Et qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas outrepasser. Enfin, tout simplement d'un point de vue humain. Mais quand je dis humain, c'est vraiment humain au sens de l'UNESCO. Hein. C'est pas genre un... voilà, humain, très personnellement, non, enfin... C'est... voilà. C'est se comporter un peu comme des humains. Bon, allez. J'ai une micro-pause quand même pour lire un petit peu. Alors, voilà. Touk. Oui, coucou. Ah, coucou Moby. Oui, donc effectivement, les divertissements pascaliens. Ah, je sais, je suis horrible. Alors, le divertissement pascalien est un concept de philosophie relativement simple, en fait, mais énoncé de manière très compliquée par son auteur. C'est-à-dire que, d'après Blaise Pascal, donc du coup, l'énonciateur de cette idée-là, en fait, il y aurait une angoisse primordiale face à la mort de tout être humain,
Et en fait, l'être humain aurait besoin justement de se divertir de ça pour réussir à s'en sortir, tout simplement. Enfin, pour réussir à tenir psychologiquement parlant. Ah non, Pascal, c'est horrible à lire, vraiment, c'est affreux. Mais par contre, j'aime énormément son idée de divertissement parce que ça explique aussi beaucoup de choses d'un point de vue philosophique. Voilà. Mais et, et voilà. Donc, et effectivement, en fait, écouter une émission de radio de manière absolument passive, on peut complètement parler ça de divertissement purement et simplement pascalien. C'est-à-dire, on tombe sur un moment où on fait rien qui nous intéresse vraiment. On écoute une émission de radio, même si on la trouve naze, au moins il nous occupe un petit peu l'esprit. Ce qui est malheureusement l'objectif de beaucoup de radios musicales. Voilà. Je le déplore, mais c'est un objectif en fait, qui vient face à des impératifs financiers. C'est-à-dire qu'il est très facile de produire du divertissement, du coup, pascalien. C'est-à-dire juste se contenter... Pardon. Mais c'est très facile en fait de proposer un divertissement en fait très simple qui va juste captiver l'oreille gentiment et qui va faire en sorte en fait qu'on va du coup enfin juste passivement écouter, juste passer du temps grâce à ça. Voilà. J'espère que j'ai été clair en fait sur le rapport entre le divertissement pascalien et l'animation grand public. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Parce que c'est vrai que je fais un peu de la philo de comptoir, donc à tout moment je peux dire mais n'importe quoi. Je sens déjà le pavé venir dans les temps à venir. Mais on assume, mais avant tout, je sais que vous l'adorez, l'apparition du chat, et oui. Bon. Je pars du principe que cette demande de Jupiler approuve mon propos. Oh non mais écoutez, voilà. Alors, je me souvenais plus que j'avais mis cette image à l'aide. Alors, c'est mignon, d'accord, tout ça. Mais en fait, il faut connaître l'auditoire, c'est nécessaire, on doit savoir à qui on a affaire. Mais alors comment qu'on fait pour ça? Dans le milieu professionnel, traditionnellement, c'est en partie le rôle du directeur d'antenne. Plus précisément, ce directeur d'antenne, en fait, va faire l'inverse. Il va ramener des gens, donc un auditoire, et non pas l'inverse, pas essayer de savoir qui écoute. Mais plutôt se demander qui va venir écouter. Ce qui est... et du coup, pour ça, il va utiliser le concept de public cible. Et donc, il va décaler ce qu'on appelle la couleur d'antenne, la manière dont on va animer, la manière dont sera fait l'habillage sonore, pour ramener la foule qui nous traîne, nous entraîne, enfin bref, voilà. Et le tout en utilisant du coup des études de marché, des sondages et tout le bordel. Et du coup se demander quel animateur irait très bien avec cette couleur d'antenne, demander quel jingle, quelle musique, tout ça. Alors effectivement nous avons affaire à un rôle qui est du coup parfaitement horizontal, parfaitement vertical. La voix ténébreuse d'exemple. Je veux que je ne t'ai pas compris, la Moby. Je suis désolé. Du coup, le rôle de directeur d'antenne est excessivement autocratique dans l'entreprise de faire de la radio. C'est-à-dire que au-dessus de lui, il y a l'équipe de direction qui vont dire t'as tel et tel objectif, on veut ci, on veut ça. Lui, du coup, peut-être comme ça, à l'aide, j'ai mal à la tête, comment que je vais me débrouiller pour répondre à leurs besoins. Et en dessous, il va avoir... Oui. D'accord. Et la voix ténébreuse d'exemple. Ah oui, non, mais je fais pas faire des voix démoniaques tout le temps, surtout que là j'ai envie d'aller aux toilettes, et voilà. Mais...
J'avais une pote dans ma baraque, moi, à une époque. Hein. Bon. Je pars du principe que tout est ok. Alors, je vous annonce aussi que je vais devoir faire une micro-pause pipi. Je reviens très très vite, je galope. Là, je suis désolé, mon corps n'en peut plus. Je cours. Et comme d'habitude, ça arrive de manière absolument, mais inattendue. Alors, on pourrait appeler ça un running gag. Je cours. Pardon à toi, public. Ah, ah non, mais là, c'est la teon. Ah, c'est la teon. J'avais promis qu'il n'y aurait pas de pause pipi. Au final, mon corps m'a trahi. Quelle indignité. Alors, oui. J'en étais sur le directeur d'antenne qui a un rôle relativement solitaire, voire même autocratique dans sa relation en fait à comment organiser l'animation. Alors, est-ce qu'on peut se libérer de ce triste cire qui va décider de comment que tu vas construire la moitié de ton émission, alors quand même, c'est toi qui es derrière le micro en fait, c'est toi qui vas avoir assumé quand même quasiment tout. Alors c'est possible, tout ceci est parfaitement possible, mais c'est compliqué. Alors on peut imaginer par exemple la transformation du travail de community manager, qui à la base en fait est juste quelqu'un qui est là pour ramener du like et du RT sur les publications de la radio, en tant qu'interface, c'est-à-dire qu'il va demander est-ce que vous avez apprécié ci, mais réellement en fait, qui va poser une question sur des voies d'amélioration, voir s'il y a des problèmes, voir s'il y a besoin aussi d'amener un peu plus les auditeurs vers les animateuristes, tout ça. Mais par contre ça demande une totale restructuration de l'usage des outils de production dans le monde de la radio. Ce qui veut dire quelque chose de très simple. Pour faire de la bonne radio, faites la révolution, soyez anarchiste, non dédiou. Alors, touk. Ah oui, et évidemment, alors, je sais que je n'ai pas forcé là-dessus en début de stream, mais évidemment, nous sommes là... évidemment, pour faire péter tous les scores à la pétition qui a déjà atteint les 100 000 signatures, la pétition pour désolidariser les revenus du conjoint à propos de l'allocation adulte handicapé, à savoir que plus il y aura de signatures sur cette pétition, qui de toute façon force déjà le Sénat à étudier le sujet, plus il y a de signatures, plus le Sénat comprendra le caractère pressant d'étudier cette question. Bref, c'est important de continuer à signer et de forcer avec les gens qui n'ont pas signé la pétition. Ça m'aiderait à bouffer. Alors, malgré tout, bon, vous avez suivi tous les enseignements jusqu'à présent. Vous avez fini par comprendre que le mieux, c'était être des animateuristes anarchistes au possible, avec un rapport extrêmement horizontal à la production médiatique. Néanmoins, je suis au regret que malgré toute votre bonne volonté, ceci implique énormément de rapports de domination de par votre position. Donc, plutôt que de les nier, plutôt que
de totalement effacer tout ce qui fait la stylistique d'une émission, de tout ce qui fait la stylistique d'un cours, de tout ça, quoi, de tous ces éléments qui ont quand même leur côté très pratique, il vaut mieux le reconnaître. Très sincèrement. Il est impossible de tout effacer sans complètement dénaturer ce qui est fait. Donc à partir de là, plutôt que de tenter l'impossible, alors reconnaître les contraintes. Et ça fait partie des contraintes majeures. C'est-à-dire que de base, l'auditoire est condamné à la bonne volonté de l'animé ou de l'animeuse. Et le pire, c'est que vous en avez parfaitement conscience, en fait. C'est-à-dire que là, voilà, par exemple, on parle giga mal des capacités de ma vessie sur les internets. Bon, je pourrais très bien dire, ouais, c'est pas possible, n'importe quoi, je te banne. Bon, évidemment, faut pas réagir comme ça, hein, quand on parle de votre vessie. Mais par contre, des fois, effectivement, s'il y a quelqu'un qui vient manger des bébés phoques dans votre chat et que votre chat est dégueulasse à cause de cette personne, alors là, évidemment, vous le bannez. Voilà. Mais cet auditoire, en tout cas cet élément de l'auditoire, est parfaitement condamné à votre bonne volonté. C'est-à-dire qu'il est parfaitement possible que je dise « Ah ouais, non, c'est bon, hein, le chat, j'en ai plus rien à péter, je veux plus les voir, allez, salut !» J'en ai la possibilité, à tout moment. Bon, après, effectivement, là, c'est pas super pertinent, hein, et en plus, vous êtes adorables, donc je vais pas le faire. Mais c'est complètement possible à faire. Ah oui, non, oui, go vegan. Être animatrice, c'est aussi être une atroce machine à écraser l'auditoire. C'est-à-dire que on apprend des éléments rhétoriques complexes, solides, et en fait, même involontairement, on se rend compte qu'on commence à utiliser ça au quotidien, parce qu'on a envie de proprement, en fait, présenter ce qu'on raconte. Enfin, à partir du moment où qu'on a appris à faire ça pour un micro, enfin, pourquoi ne pas utiliser ça dans ces conversations normales, en fait? En fait, le gros problème, c'est que ça va vous faire avoir l'air beaucoup plus malin que vous l'êtes réellement. Alors oui, c'est un avantage en bien des occasions, hein, voilà. Enfin, le nombre de cadres, de ces morts que j'ai remis à leur place en balançant quelques termes pointus et bien placés, ça va avantager à ce moment-là. Mais c'est ce que, comment dire, le célèbre sociologue Pierre Bourdieu appelait de la violence symbolique. Et la violence symbolique, bon, c'est pas, enfin, voilà, c'est comme son nom l'indique, de la violence. C'est littéralement donner l'air, donner à quelqu'un l'impression qu'il est complètement stupide, alors que non, en fait. Tout simplement, de par la manière dont on présente les choses et dont on fait évoluer son propos. Du coup, pour ça, il est important, en tant qu'animatrice, de rester humble. Voilà. C'est en fait le principe d'être animatrice, c'est faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui t'écoutent. Donc s'il y a plein de gens qui t'écoutent, c'est normal. Si tu fais juste ton boulot, ni plus ni moins. Alors évidemment, c'est un boulot où il y a pas mal de pression. Là par exemple, si je suis allé faire pipi, c'est pas pour rien en fait. Voilà, enfin, je veux bien avoir, comment dire, une petite vessie, mais au bout d'un moment, non, je dois reconnaître la partie de stress qu'il y a à m'ouvrir, à vous parler du fin fond de mon cœur, et à essayer de vous présenter quelque chose d'ordonné et d'intelligent, et de pas me viander à faire ça aussi, et à éviter d'avoir l'air nouille dans ce que je fais. Donc effectivement, il faut être fier pour réussir à évacuer un peu de cette pression inhérente à la fonction que l'on prend en tant qu'animatrice, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est en position de surdomination. Donc on est en train de tout assurer, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et enfin, il n'y a pas de raison autre que technique
et la fonction que j'occupe actuellement pour que vous m'écoutiez moi, à présent, et non pas l'inverse. J'ai appris à faire ce que je fais là. Voilà. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, qui s'étudie. Et bah, si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi l'apprendre en fait. C'est quelque chose qui vient beaucoup, certes, avec la pratique. Donc au début, on est excessivement maladroit. C'est normal. Mais c'est quelque chose qui s'apprend de A à Z. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire le tout de la technique. Hein. Là, voilà. Non, oui, non, mais en vrai, j'y ai songé à une époque. Mais je me suis rendu compte de ce que ça impliquait de faire des cours sur toutes ces choses-là. Et j'ai eu 2 ans de cours là-dessus, relativement intensifs. Je me sens malheureusement pas prêt à faire quelque chose de tellement plus compliqué que ce que je fais là. Voilà. Donc peut-être à un moment je me sentirai déter pour faire ce que je fais là, et du coup en beaucoup plus précis, enfin comment bien caler son intro et tout. Voilà, mais là c'est vrai que je n'ai pas les cuillères pour ça. Et non, pas les vestes en tweed. Hors de question. Par contre, des collants roses, ça peut arriver. Alors, nous avons donc à présent établi que vous avez la possibilité d'être écouté par énormément de gens, mais du coup, vous avez un énorme potentiel de bullshitage. Vous dites une connerie, vous avez la possibilité d'être prise au sérieux par énormément de monde. Donc, en termes de responsabilité, alors j'ai essayé d'en mettre un maximum, mais là en fait c'est tout un horizon philosophique en fait qui s'ouvre. C'est même un domaine d'études éthiques. C'est tout un domaine d'études éthiques médiatiques qui s'ouvre. Bon, réussir à vous résumer ça en un slide avec en plus des images sales, bon là je peux pas vous faire des miracles. Alors, déjà, ne pas fermer son propos. C'est-à-dire que d'aucune manière vous n'avez raison. Totalement, en fait. C'est impossible. C'est même la base de la science. Ce sont des gens qui ont grosso merdo raison, puis qui finissent par se planter, en fait. Qui finissent par être démontés par leurs successeurs, par leurs collègues. Et en fait, c'est la manière dont avance la science. Voilà. Donc là, enfin, je vous ai résumé la méthode scientifique. Quand vous êtes en train de raconter des trucs dans un micro, des machins que vous avez regardé un peu en 2 spi, ou que vous êtes renseigné gentiment, ou alors même quand vous êtes absolument expert dans votre domaine et tout, en fait, vous n'avez pas nécessairement la raison ultime. Et c'est pour ça qu'il est important de ne jamais complètement fermer son propos. Que ça soit à la critique, à la complétion, ou à quoi que ce soit. Néanmoins, il y a quand même des fois où il faut savoir fermer le propos. Par exemple, imaginons, admettons, il y a un mec de République souveraine que vous invitez pour X ou Y raison parce que vous n'êtes pas quelqu'un de très malin, et ce quelqu'un est en train de balancer d'un truc d'un racisme éhonté. Bon là, évidemment, faut lui dire ferme ta gueule. Enfin voilà, faut trouver un moyen de le faire taire au plus vite. Parce que bon, en fait, comment dire, le racisme, bon, enfin, si c'est illégal, les propos racistes balancés à l'antenne, c'est pas pour rien en fait. Voilà. Je sais, ça semble bizarre, mais c'est le principe en fait de la liberté d'expression. C'est-à-dire à partir du moment où il y a quelqu'un qui peut, pour des caractères culturels, chier sur toute une population à une grande audience, en fait ça va limiter bien plus la liberté d'expression de la population visée par les propos racistes que la liberté du raciste à balancer ses merdes en fait. Voilà.
Alors certes, il va être vénère, il va être comme ça, on peut plus rien dire, n'importe quoi, je suis Xavier Gors, n'importe quoi. Mais, bon, enfin voilà, bon, faut comprendre un petit peu quand même les bases de la liberté d'expression. C'est pas, enfin, c'est comme toute liberté en fait, elle n'est jamais à aucun moment ultime, totale et radicale. Et est soumise à des réflexions éthiques. Parce que là, par exemple, voilà, ce que j'ai dit là, ça vient de ma philosophie éthique, mais bon, c'est pas une vérité absolue. Mais bon, je pense que c'est quand même une vérité relativement admise, quand même. Enfin, j'ai bon espoir. Parce que voilà, enfin, laissez-moi espérer. Deuxième point, ne pas laisser de doute sur ton degré de lecture. C'est-à-dire... Si tu dis un truc qui a d'abord été perçu au premier degré, c'est que tu l'as mal énoncé. Non pas que la personne l'a mal compris. Mais à aucun moment, en fait. C'est, voilà, enfin, si tu n'as pas été compris, c'est ton problème. C'est pas le problème de l'auditoire. Voilà. C'est ce qu'on appelle communément la technique du sac à merde de Schrödinger, c'est-à-dire quelqu'un qui balance un truc, et... quelqu'un qui balance un truc lamentable et qui dit non mais c'était une blague. Bah non, c'était pas une blague, ça n'a pas été compris comme une blague. Ou alors la blague est complètement ratée, du coup tu as foiré ta blague, donc là faut que tu vois un petit peu comment tu as amené l'énoncé et que tu te remettes en question juste sur ta manière d'énoncer une blague. Mais bon ça voilà, à la rigueur c'est quelque chose qui se travaille, l'humour noir c'est quelque chose de très compliqué à faire. Bon, on peut le voir par exemple, même des virtuoses dans le domaine de l'humour noir comme Pierre Desproges par exemple, qui se retrouvent à être complètement décontextualisés de nos jours. Alors que, bon, je suis désolé, mais si on connaît un minimum Pierre Desproges, il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles. Hein, voilà, désolé. Pierre Desproges, il était plutôt antifasciste, enfin même très beaucoup antifasciste. Ne pas mentir. Ne pas mentir, même si ça tient très joli dans ton speak, même si ça fait rigolo, pour X ou Y raison, n'importe quoi, ne mens pas. Même si c'est sur des trucs complètement anodins. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'après, on pourrait te croire, et là, tu vas te retrouver obligé à improviser avec ton mensonge. Bref, voilà, enfin, voilà, c'est pas... Voilà, c'est chiant. Enfin, tu vas être malaise. Et après, bah, du coup, tu peux te retrouver à filer des fausses datas aux gens. Voilà. Enfin, par principe, ne mens pas. Sauf si tu es en train, évidemment, de raconter toute une histoire et tout. Mais bon, là, on est dans le domaine de la narration et pas exactement dans le domaine de l'animation. Alors, si tu suis ce qui est raconté avant, il est possible de se tromper. C'est pas grave. Voilà. Tout le monde se trompe. Sauf moi, évidemment, hein, parce que j'ai les cheveux roses. C'est pas un drame. Mais par contre, il faut accepter de se corriger et d'insister sur sa correction. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui pourraient te croire et qui, du coup, pourraient, de fil en aiguille, bah, encore plus se planter. Et au final, c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle communément une fake news. En gros, c'est une espèce de chaîne de nouvelles qui va être complètement dysfonctionnelle. Et voilà. C'est en tout cas une des manières où on peut créer des informations complètement faussées. Et enfin, un point qui ne semble pas avoir été compris par tous les foutus streamers et streameuses grand public, et pas que grand public, je pense aussi à Danny Caligula. Bref, renseigne-toi sur qui tu invites. Vraiment, en fait. Parce que, bah, tu veux parler tel ou tel sujet, tu vas dire, on m'a parlé de ce boug-là, qui, à Skip, est vachement populaire, mais au final, le boug se retrouve à balancer des immondices. Enfin, pardon, mais en fait, t'es pas défenseur de la liberté d'expression, comme je l'ai dit auparavant. Là, en fait, t'as juste été le vecteur de quelqu'un qui a balancé des trucs lamentables chez toi. Donc en plus, tu prends la responsabilité des saloperies que balance quelqu'un. Tu prends la responsabilité de ne pas t'être renseigné sur ce quelqu'un. Ce qui est, bon... Alors,
d'un point de vue personnel, ça fait que de toute façon tu finis par être associé à ce quelqu'un, pour avoir été le vecteur de ses idées, mais en plus, bah tu te retrouves associé à ce quelqu'un en fait, par la force des choses. Et bon, t'as pas envie d'être associé à un sac à merde, harceleur et fasciste, confucionniste quand même. Bisous. Alors, je passe un petit peu sur les questions. Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet aussi qui est très très peu appris en école d'animation. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout réfléchi. En fait, c'est le côté éthique qu'il y a derrière le fait d'avoir un grand auditoire. Et enfin, c'est quelque chose en fait que j'ai vraiment, que je me suis fait seul en fait. J'ai pas trouvé de documentation particulière autre que des textes critiques de gens, mais enfin rien avec une théorie fixe, rien avec une théorie pédagogique. Et personnellement, pour avoir fait, encore une fois, je le répète, une école d'animation radio, ne pas avoir eu de cours d'éthique aux médias, bah je suis désolé, hein, mais c'est... non, en fait, c'est pas quelque chose qui est inné, tout ce que je vous raconte là. Voilà. C'est surtout quand t'es dans le jus de ton apprentissage, bah... voilà, enfin, quand t'es dans le jus, que t'es en train de faire tes trucs, bah c'est con. Mais il y a beaucoup de points, en fait, que tu peux oublier. Beaucoup de trucs qui sont pourtant, mais indispensables. Et qui, du coup, nécessitent des rappels, des explications, bref, voilà. C'est... mais bon, c'est de toute façon, ça, c'est un des grands oubliés, du coup, du média. C'est la réflexion éthique. Et bon, enfin, je suis désolé de vous l'annoncer, hein. Mais généralement, animateurs et animatrices radio, bah, c'est des tafs à minima de petits bourgeois. Moi, je viens d'un milieu petit bourgeois, donc j'ai fait des études de petit bourgeois, ça s'est pas bien passé. Bon, voilà. C'est après, au final, bon, tant mieux que ça soit pas bien passé, parce que je pense que je l'aurais pas super bien vécu, ce taf-là. Je dois vous l'avouer. Mais voilà, enfin, ça reste, enfin... pour des populations qui, de base, en plus, ont beaucoup accès au milieu estudiantin. Alors, je dis pas que effectivement tout le monde doit avoir accès aux études, tout le monde doit avoir accès aux hautes études, c'est pas ce que je dis là. Mais par contre, arriver à la situation où une des populations les plus favorisées face aux études ne se retrouve pas avec un des corpus de réflexion qui devrait en principe être basique dans son domaine d'études, pardon, mais c'est qu'il y a quand même un gros problème de réflexion sur ce qu'est le travail, et un gros manque de prise au sérieux sur ce qu'est ce travail. Oui, je sais, ça a l'air méga chiant par rapport aux images que je mets. Je continue. Pouf pouf. Ce très long point technique, qui en fait est la deuxième moitié de la présentation, et ce titre de deuxième partie qui n'en finit plus, ça me colle un stress infini, et remplir cette page, alors qu'à la base, je faisais juste un titre. Bref, technique. Technique pouf pouf. Alors déjà, voilà. Point technique, faire en sorte de ne pas suer des oreilles quand on met son casque. C'est impossible, faut apprendre à le supporter. Une évidence qui n'en est pas nécessairement une, l'habillage sonore. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, en termes d'habillage sonore, c'est absolument lamentable en fait. J'ai juste mis la soundtrack de Valhalla, je suis content, je la connais, elle est chill, mais il faut pas faire ça en fait. faut un minimum étudier ces morceaux pour, comment dire, donner en fait une espèce d'identité esthétique à ce que tu es en train de faire. Voilà. Voilà comment on fait un fond sonore. On appelle ça techniquement un bed ou un tapis. C'est généralement en fait une boucle musicale qui va être répétée avec en général un poil de complexité. Ah non, mais là on part du principe que c'est en autoréalisation. De A à Z tu choisis. Et oui. Donc sur cette boucle musicale,
Je vous en conjure, quand vous parlez, vous ne mettez pas de voix. Donc ça, c'est lié à un réflexe du cerveau. Le cerveau va chercher basiquement les voix, essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est un truc, mais complètement instinctif. Donc, si vous voulez vous faire un fond musical, vous ne mettez juste pas de voix, bordel de merde. Pardon, je suis archi vulgaire pour pour appuyer sur ce point, mais le nombre de fois que j'ai oublié, le nombre de fois que j'ai repéré des voix, que je suis allé chatouiller les gens en leur disant non, je suis désolé, c'est dégueulasse, on comprend que dalle. Et le nombre de fois que je me suis fait envoyer bouler, et que effectivement c'était dégueulasse, qu'on comprenait que dalle. Mais même des gens qui font beaucoup de vues, qui ont beaucoup de monde, qui ont une forte audience, font cette erreur-là en fait. Alors que c'est quelque chose d'archi basique en termes esthétiques. Voilà. C'est archi basique, mais c'est loin d'être acquis. Après, ce fond sonore ne doit pas être envahissant. Donc c'est là où j'ai une incertitude, par exemple, par rapport à ce que je suis en train de faire là, parce qu'effectivement, la BO, je la connais par cœur, mais j'ai pas la certitude que c'est pas nécessairement envahissant. Donc ce que j'aurais dû faire, ça aurait été m'enregistrer avec ce fond sonore, voir ce que ça donne, ou en tout cas avec les parties où je doute, et m'assurer du coup de faire en sorte que vous ayez un maximum de confort d'écoute, tout en ayant mon identité artistique, en profitant justement de cette délicieuse BO qui est celle de Valhalla. Alors je suis pas sûr que vous l'ayez remarqué, mais mon rythme, mon débit de parole a plus ou moins changé tout du long de cette présentation. Il a plus ou moins changé, que je le veuille ou non en fait, puisque tout simplement, on va se révérer à la rythmique de ce qu'on est en train d'écouter. Voilà. C'est normal, et c'est même un très bon point, puisque du coup, ça va permettre, des fois, par choix, pour X ou Y raison, pour un côté esthétique, du coup, tu vas pouvoir balancer un morceau sur vénère, et tu vas parler méga vite. C'est par exemple un truc qui était beaucoup utilisé chez Energy ou Fun Radio, où qui avait énormément d'interventions très très courtes, et du coup avec des beds qui étaient extrêmement vénères, avec un rythme très très soutenu, et du coup les gens arrivaient à débiter encore et encore de la parole, un rythme, je fais ça en fait, je me claque le visage en fait. J'ai les moitiés de mon muscle comme ça, littéralement, voilà. Si un jour vous avez envie de faire quelque chose de technique, abandonnez toute autre forme d'animation que celle de Fun Radio. Ces gens-là ont une capacité d'élocution absolument incroyable. Et enfin, ton bed, c'est très important. Va falloir que tu l'étudies avec sagesse. Parce que du coup, l'idée, c'est de réussir à trouver une boucle qui soit pas trop envahissante, mais qui va pas être trop répétitive. Parce que dans l'idée, ce que vous entendez là, par exemple, là, je pourrais le boucler, et hop. Mais sauf que ce serait beaucoup trop répétitif, ça vous saoulerait, ça me saoulerait, personne ne serait content. D'où l'importance de bien étudier ces morceaux. Alors, je pourrais vous apprendre ça et tout, mais le gros problème, en fait, c'est que j'ai qu'un créneau de 2 heures. Bon, j'aurais la préférence, en fait, de pouvoir faire ça plus calmement. Alors, un autre élément sonore extrêmement basique, il y a ce qu'on appelle le jingle. Donc lui, un petit peu plus sophistiqué, généralement en fait, il va décrire une césure. C'est-à-dire, partie 1, jingle de présentation. D'ailleurs, le bruit là, on entend beaucoup. C'est-à-dire un bruit qui va cogner, qui va taper, qui va direct percuter l'oreille. C'est ce qu'on appelle communément une pêche. Et qui est très très utile du coup dans les jingles, puisque du coup ça va permettre de dire on arrête cette section là, on passe à une autre section. Il découpe l'instant, il découpe l'émission, donc c'est un outil de présentation extrêmement pratique. Et enfin, c'est un gag qui marche à tous les coups. Avoir des jingles rigolos, ça peut être vachement pratique pour plein de choses. Et enfin, un conseil ultime, si tu passes des morceaux de musique, n'hésite pas à utiliser ces morceaux-là en pensant à l'esthétique générale de ton émission.
C'est-à-dire parler sur l'introduction du morceau, et oui, vous allez tout de suite écouter, voilà, machin truc, chose, bidule, qui a été composé par Jacques Lafritte, et c'est tout de suite sur énergie. Et du coup, là, tu commences à voir Rihanna qui chante, et t'es joie bonheur. Et en fait, ça, c'est juste une performance artistique qui va rendre ça esthétique, joli. Et qui va faire kiffer justement le fait qu'il y ait un animateur et que ce soit pas un robot créé par un Nova. Alors, au niveau des questions. Donc voilà, oui, effectivement, Captain Blade, en fait, oui, c'est les musiques avec des voix. C'est juste que voilà, enfin, c'est ton cerveau en fait va faire une espèce de gloubi-boulga. Et en plus, quand tu dois te concentrer pour parler, alors là, c'est l'enfer absolu. Et d'ailleurs, ça, même avec des voix vocodées à crever, le cerveau va quand même repérer des voix. Et du coup, tu vas te casser la tête et tu vas pas savoir où t'en es. Et les gens qui t'écoutent, encore moins. Parce que du coup, c'est pas la personne émettrice qui va du coup séparer ce qu'elle écoute et ce qu'elle raconte. Mais par contre, ça va être l'émetteur qui va avoir deux éléments complètement différents à analyser en termes d'écoute de voix. Et vu que le cerveau va de toute façon repérer des voix directes, il va se dire qu'est-ce que c'est que ces gens qui se coupent la parole, j'ai mal. Et mon équipe technique vient de rentrer. Voilà. Support technique. À tout moment, je peux me bouffer un taquet dans la tête à force de faire des vannes. Pouf pouf. Alors bon, c'est mignon, vous avez plein de beds, vous êtes joie, mais cette débauche de moyens techniques, ces chiens qui sautent dans des cercles de feu, ces dinosaures derrière Jean 4 sexes. En fait, comment qu'on fait pour les mettre en place? Alors, on va partir du principe qu'il n'y a pas de séparation entre animateur et réalisateur. C'est un truc qu'on appelle dans le milieu pro l'animation en auto-réalisation. C'est-à-dire que tu vas raconter tes trucs et en même temps faire l'habillage de ce que tu fais. Donc littéralement, là, ce que je suis en train de faire en stream en fait. C'est-à-dire que là, hop, j'ai envie de me fumer une petite clope, paf, paf, voilà. Je respecte la loi E20 d'un coup, avec un simple clic de souris. Non, j'ai pas encore envie de fumer. Calmez-tu. Tac, tac, tac. Alors, pour réussir à faire ça, il faut tout simplement penser que vous allez devoir faire des choses en pensant à autre chose, en pensant à ce à quoi vous êtes en train de parler. Donc il faut penser pratique, facile à manipuler, donc préparé à l'avance. Donc une simple action va potentiellement balancer toute une chaîne d'autres actions. Comme ça, vous aurez juste à faire un petit clic au bon endroit et vous êtes tranquille. Voilà. Parce que l'intérêt, c'est que vous réussissiez à parler de manière fluide, glacée et sophistiquée. Et ce, malgré le fait que vous êtes en train de faire votre propre technique. Et oui. N'hésitez pas aussi à préparer trop d'éléments en avance. Voilà. C'est généralement même... ça, c'est un grand classique, par exemple, des plages musicales. Si jamais il y a un petit problème, pas hésiter à rajouter un morceau bonus en secours pour venir vous sauver les fesses au cas où qu'il y ait un souci. Et de toute façon, de manière générale, quand vous êtes en train d'animer, moins vous en faites hors de ce qui est visible pour l'auditoire, le mieux c'est. Parce que tout simplement, en fait, vous resterez concentré sur l'aspect de ce que vous voulez transmettre, tout bêtement. Et je suis en train de faire des bêtises. Hop là, c'est bon, les bêtises sont réparées. Pour le setup physique, c'est exactement le même schéma. Faire le plus direct possible. C'est-à-dire avoir toute ma série logicielle, toute ma série logique. Il y a ma souris, je clique, paf. Je suis joie, bonheur, content, ça se lance. Tout est bien réglé. Le morceau que j'ai mis n'est pas trop fort. J'espère en tout cas, parce que les indicateurs son d'OBS sont absolument catastrophiques. Et aussi, s'il y a besoin d'écrire quoi que ce soit, vous écrivez gros. Mais vraiment, vous écrivez gros en fait. Voilà. Tout simplement, puisque vous pouvez avoir besoin de mettre vos papiers loin, pour tout un tas de raisons. Et de toute façon,
si vous écrivez gros, vous allez voir direct sous vos yeux. Et d'ailleurs, c'est encore mieux d'imprimer gros que d'écrire gros. Là, j'ai écrit gros parce que j'ai plus d'encre, et ce depuis plusieurs mois. Et enfin, dernier élément, si il faut tout écrire, écrivez tout. Voilà. Quitte à en squeezer les 3/4, ce n'est pas un problème. Vaut mieux trop prévoir que pas assez. Comme ça, vous serez tranquille, vous ferez quelque chose qui vous plaira, vous serez fier de vous. Évidemment, vous aurez mis plus de temps, mais au moins, vous n'aurez pas cette frustration du j'aurais pu plus prévoir, j'aurais pu faire mieux. Voilà, c'est là, enfin, si vous prévoyez très très large, la principale marge de progression, c'est juste apprendre en fait. Continuer à pratiquer, continuer à faire de mieux en mieux, et bah d'un coup, aller voir Koei et lui dire, bah écoute, maintenant, je suis PDG de Énergie, je fais toutes les émissions, va te faire. Voilà. Ouais, non, ça, voilà, peut-être qu'un jour. Ah, coucou avec un H, j'espère que ça roule. Par contre, je suis désolé, hop. Une petite pause technique, là, parce que je suis en train, en fait, comment dire, mon cerveau cosmique est en train de surchauffer. Donc bref, si vous voyez de la fumée dépasser, c'est normal, en fait. C'est justement, je mets cette image-là pour éviter de vous choquer. De par le génie qui est en train d'exprimer mon visage, je suis pas en train de fumer une clope. Alors, et là ça va être le moment Thibaut in shape. Les entraînements vocaux pour une voix énorme et sèche. Bim. Alors, premier élément. Je vais avoir besoin de montrer mon visage. Bonjour. Le médium vocal. Alors, le médium vocal, donc ce avec quoi je suis en train d'actuellement parler, en fait, c'est ma voix de confort, c'est-à-dire ma voix naturelle. En gros, pour réussir à trouver le médium vocal, il y a plusieurs méthodes. Et ce médium-là, en fait, ça va être littéralement la manière pour moi la plus confortable de parler longuement. C'est-à-dire, je parle très longtemps comme ça, je ne me fatigue pas, je ne bouffe pas d'énergie, je suis tranquille. Bon, moi je parle personnellement de manière plus aiguë pour des raisons personnelles. Mais voilà, je peux aussi choisir de passer sur cette voie-là pour tout un tas de raisons. Par exemple, quand je suis fatigué, j'ai une voix qui se rapproche beaucoup de ça. Et en fait, d'ailleurs, de manière naturelle, ce médium sera beaucoup plus aigu que ça. Et du coup, pour réussir à le trouver ce médium, alors, il faut réussir à trouver à peu près le milieu du coup. Et en fait, dans l'idée, la voix de médium n'est ni votre voix de tête, ni votre voix de coffre. Donc généralement, là où ça va le plus vibrer, ce sera à peu près sur cette région-là de la gorge. Et pour réussir à trouver ce médium vocal, il est possible de faire... Alors, vous avez vraiment pas l'air fin en faisant ça. Mais par contre... Et voilà, je me remets à reparler plus aigu parce que je préfère clairement parler comme ça. Mais par contre, voilà, une fois que vous aurez trouvé ça, en fait, ce sera très facile aussi de réussir à passer sur tout votre autre éventail de voix possible et imaginable. Voilà. Je vais pouvoir continuer ma clope. Et oui, avec un H, ceci sera disponible, donc je l'enregistre dans tous les cas. Parce que c'est quelque chose de très important pour mon cœur, je vais l'enregistrer pour le mettre sur ma chaîne YouTube. Et de toute façon, il y aura le replay pendant quelques temps aussi sur l'AutonoStream. Alors, aussi, nous avons tous nos petits problèmes d'élocution. Voilà, enfin, quel que soit votre niveau en termes de doublage, en termes d'usage de la parole, vous aurez de toute façon des petits problèmes d'élocution, des mots qui vous posent problème, que ce soit pour des raisons culturelles, que ce soit, enfin, c'est pour plein de choses. Par exemple, je sais pas, moi pendant très longtemps, c'était les ch et les s qui me posaient beaucoup de problèmes. En fait, j'avais tendance à confondre les deux parce que j'ai un accent de l'Ouest. Du coup, j'ai tendance à manger les deux et à plus ou moins les agglutiner dans énormément de phrases. Bah, grâce au fait de répéter ce qu'on appelle communément un vire-langue, j'ai réussi à dompter la manière dont je parle
pour réussir à énoncer clairement « Chez ce cher Serge, si doux dans sa chaumière sans chose s'agite chaque souche de susceptibilité ». Et je peux vous dire que j'en ai chié des heures et des heures, mais que quand j'ai un moment de doute sur mon élocution, sur ma manière de parler, je fais ça. Déjà, non seulement ça va m'échauffer, mais en plus, ça rappelle les erreurs que ma manière de parler a naturellement induites. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est naturellement avec des manières de parler, même quand on n'a pas de problème d'élocution de base, et qui des fois vont poser souci pour certains sons. Par exemple, truc extrêmement basique aussi, qu'on voit du coup en linguistique en s'intéressant un petit peu à la phonétique. Si on prend la langue chinoise, il est possible de dire « chi 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 » et de dire une phrase complète. Parce que la langue chinoise fonctionne de manière excessivement différente que la langue française. Tout ça pour dire que avec une bouche sans souci de formation et sans de soucis moteurs aussi d'élocution, il est possible de complètement se planter des fois en disant des mots, et ce n'est pas un drame. Il est même possible de s'entraîner pour ça. Voilà. Et même quand on a justement des soucis moteurs et des soucis physiques pour certains sons, il est aussi possible de s'entraîner pour ça. Alors là, je ne vais pas vous le cacher qu'il vaut mieux passer par un professionnel, par un ou une professionnelle du domaine, parce que des simples virelangues ne suffiraient pas. Mais bon, là, tout dépend aussi de votre volonté à réussir à avoir une élocution parfaite. Ah, coucou Love Tornade. Du coup là, on parle... En gros là, je fais la conférence du petit animateur radio illustré, avec des images cursed. Aussi, il est possible de s'échauffer la voix pour avoir la bouche apprêtée, et pour faire rire les gens, et surtout pour réussir à parler longuement. Alors, pour s'échauffer la voix et la bouche, il y a 30 000 trucs, hein. Par exemple, moi celui que je fais beaucoup c'est bebabi bobu, bebabi bobu, bebabi bobu, bebabi bobu, je répète. Ou alors je chante la valse à 1000 temps, bon ça je faisais ça à l'époque où j'étais jeune et fougueuse. Mais voilà, enfin, globalement, s'échauffer la voix, en fait, ça va permettre d'avoir beaucoup moins de soucis, de beaucoup moins se fatiguer. Alors, c'est pas exactement un muscle. Du coup, tous les systèmes vocaux ne sont pas toutes et tous des muscles, mais il y a énormément de muscles sur la route. Donc, comme tout muscle, en fait, on peut les échauffer pour les utiliser avec plus de simplicité. Alors, sur le temps des questions, donc oui, là en gros, j'essaye d'enseigner à tout à chacun ce qu'est le taf d'animateur radio, ce que ça peut impliquer, et ce à quoi ça peut être utile. Et là, du coup, on est sur la seconde partie, et si ça te trousse, de toute façon, il y aura le replay, moi je suis en train de l'enregistrer de mon côté. Alors évidemment, j'ai oublié d'enregistrer le début, mais bon, ça c'est le classique de la bichette prod, qui évidemment ne sera jamais parfaite techniquement. Alors... Évidemment, raconter des bêtises dans un micro, c'est vachement drôle. Mais il faut s'organiser, en fait. Voilà. Alors, et là, je vais vous parler du truc le moins marrant du fait de faire une émission. Pardon. Je vais vous parler du truc le moins marrant dans le fait de faire une émission. C'est le conducteur. Alors, je suis désolé, j'ai complètement oublié d'apporter moi-même un conducteur. J'aurais pu en faire un en speed en plus, c'est lamentable. Mais en gros, si vous voulez, le conducteur va contenir en fait la feuille de route d'absolument toute une émission. Dans un conducteur, il y aura quelle animatrice réagit à tel moment, à peu près quel temps ça va durer, quels éléments sonores on va utiliser, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire comme manipulation technique, où se trouve ça dans la machine, etc., etc. Et ça fera ça pour toute une émission. Donc le conducteur est en forme de tableau. Alors c'est possible aussi de faire ça complètement à l'écrit, mais c'est beaucoup moins simple à lire. C'est-à-dire que le conducteur va permettre, si jamais tu as un souci technique pour une émission calibrée au poil de fesse, si jamais tu as un souci, il y a la possibilité de bouger tel ou tel élément, de changer tel ou tel élément, de trafiquer l'émission
pour réussir à la faire tenir malgré le souci technique. Voilà, ce n'est pas le conducteur est un élément qui est justement construit pour ne pas être respecté. Voilà. Il est là pour se souvenir de ce qu'on doit faire et de ce qu'on peut improviser en cas de problème. Bref, c'est une espèce de plan, on va pas dire dialectique, mais en tout cas c'est un plan de jeu, de comment on s'organise. Au niveau de la logistique, on est peut-être des voix douces, délicates, emplies de swag, mais nous sommes aussi des vessies, des estomacs, des organes internes, de manière générale. Et du coup, voilà, si vous pouvez éviter d'être des tristes personnes comme moi à faire des pauses pipi en pleine animation, ça peut être chouette. Donc là, c'est effectivement réfléchir à pas effectivement trop boire, mais aussi il faut boire. Il faut boire, c'est très important, parce que sinon vous allez avoir la voix sèche, dégueulasse, vous allez pas être bien. Et quand on n'est pas bien pour se concentrer sur ce qu'on raconte, c'est compliqué en fait. Et même de manière générale, si vous avez des gros soucis, faire une animation, se concentrer sur ce qu'on raconte, se concentrer sur tous les éléments techniques, il est fort probable que votre animation soit pas nécessairement de la meilleure qualité qu'elle aurait pu être. Et c'est normal. C'est que c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Et être absorbé par autre chose, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour qui que ce soit. C'est voilà, vous allez vous savonner, vous allez être stressé, vous n'allez pas être tranquille. Les gens derrière vont dire « Ah, non, non », enfin, voilà. Bref, des fois, il faut aussi savoir accepter de ne pas faire son émission quand on ne peut vraiment pas. Voilà. Apprenez à vous écouter aussi un tant soit peu. Je sais que le micro, c'est rigolo, mais faut pas en abuser. Voilà. C'est vachement bien d'aller voir un ou une artiste quand quand l'artiste a la patate pour faire sa performance. Mais si c'est pour voir quelqu'un s'effondrer au bout d'une heure, bah... c'est en fait... personne n'a eu quoi que ce soit de profitable. Et en plus... l'artiste s'est fait énormément de mal en faisant ça. Et s'est bouffé beaucoup d'énergie pour au final faire une prestation vraiment triste. Donc oui, il faut aussi accepter de ne pas faire quand on ne peut pas faire. Et ne pas se forcer et se ruiner la santé. Ce n'est qu'une émission, zut. Aussi, vous voyez ce verre d'eau? Eh ben c'est très simple. Vous l'approchez de la console, c'est des baffes. Voilà, c'est le matos technique, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et il n'y a rien de pire qu'une console qui a rencontré du coca ou de la bière. C'est un vrai cauchemar. Et si jamais un technicien vous voit vous balader avec votre canette de coca à côté de la machine, il vous met une baffe. Et il aura bien raison en fait. Et enfin, l'extérieur. Alors l'extérieur... Bon, s'il y a le feu, effectivement l'extérieur devient d'un coup vachement intéressant. Mais le but est quand même d'essayer de vous fermer autant que possible de l'extérieur. Il faut essayer de s'isoler pour éviter que des éléments extérieurs viennent vous embêter. Voilà, viennent vous déconcentrer. Sauf si évidemment, là c'est urgent. Là voilà, effectivement, enfin... Dans la vie, il y a des trucs beaucoup plus importants que de faire une animation, hein, ça c'est clair. Mais pour faire quelque chose de propre, c'est important d'essayer quand même de s'isoler autant que possible des éléments qui peuvent vous déranger. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, couper votre portable, fermer une porte à clé, couper la sonnerie et pour X ou Y raison. Et n'oubliez pas que opossum. Alors, effectivement, je vous ai l'air vraiment assuré hein, de A à Z, mais c'est une arnaque en fait, je parle gigamal. Mais vraiment, enfin, je parle physiquement gigamal, je fais n'importe quoi avec ma bouche, vous comprenez rien, je comprends rien, je suis pas à l'aise, j'ai mal au gigamaltique, c'est un cauchemar. Mais, pour éviter de trop mal parler, il est possible de conscientiser un peu son langage.
mais en fait c'est excessivement pénible à faire. Alors c'est très intéressant puisque du coup ça permet d'effacer ces petits mots parasites. Mais où est donc Ornicar? Évidemment, nos amis, les conjonctions de coordination, les qu'est-ce à dire, mais qu'est-ce que cette histoire, mais en fait, enfin, bref, tous ces mots parasites qui vous aident à fonctionner et à faire avancer votre pensée ne sont pas élégants. C'est vraiment, en fait, il est possible de les utiliser à un point de vue humoristique. Et voilà, moi, par exemple, je suis pété d'habitude de langage de ce genre-là. J'ai des j'ai des en fait, enfin, mais bon, voilà. Bref, voilà, tous ces mots-là. Et je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a qu'une seule et unique manière de les faire disparaître. C'est de vous réécouter. Voilà. De vous réécouter et de vous rendre compte que vous utilisez énormément de ces mots-là. Tout le temps. Et c'est normal. C'est la manière dont on fonctionne quand on parle. On se laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour s'assurer de ne pas raconter de bêtises. Dans ces temps-là, il vaut mieux réussir à apprendre à ne pas émettre de son. Parce que c'est pas extrêmement esthétique. Voilà. Et oui, se réécouter, c'est méga chiant. Mais si vous voulez effacer ces mots-là, il n'y a que cette solution que j'ai en patte. Enfin, quand écrire et quand ne pas écrire. Alors, il faut absolument écrire quand vous donnez des informations très précises. Quand par exemple, quand vous faites un flash info, personne ne fait de flash info sans avoir écrit absolument tous les mots qui vont être débités. Et pour les speaks très stylisés, il est important aussi de tout écrire. Parce que du coup, vous pourrez vous retrouver à vous viander, mais complètement dans votre stylistique, alors que vous aviez prévu quelque chose d'extrêmement précis. Vous avez travaillé des heures et des heures pour faire quelque chose de classe, et là vous vous viandez parce que vous n'avez pas tout écrit, c'est quand même excessivement dommage. Donc là, aussi pour les morceaux, pour les prises de parole extrêmement stylisées, alors certes c'est soumis au jugement, mais je vous conseille à tout prix de les écrire, même si vous avez l'habitude de faire des billets d'humeur, écrivez tout, je vous en conjure. Souvent, il est profitable aussi d'écrire ses intros et ses outros, donc ses introductions et ses extroductions, c'est-à-dire ses débuts et ses fins, en quoi que ce soit. Et du coup, ça en fait c'est très profitable en fait pour réussir à s'en tirer à peu près. Et enfin, toujours penser à votre confort en d'élocution. Et pensez aussi à ne pas trop briser la spontanéité en vous tenant trop à votre texte. Votre texte est seulement là pour vous appuyer. Voilà, il y a toujours une petite part d'impro et c'est complètement normal. Alors déjà, bonsoir champ général, et ensuite bienvenue à l'œuf bulle. Évidemment, n'hésite pas à t'installer et à te prendre un petit thé. Alors, Patchwork! Ah mais coucou Patchwork! Ah mais en plus je te fais de la concurrence, vous faites tous de la concurrence et vous venez nous aider, mais c'est n'importe quoi. Ah bah bonsoir! Du coup oui, Blade, tu demandais comment qu'on fait pour réussir à parler de manière fluide sur un sujet sans trop lire son texte. Alors, déjà, premier élément, écrire très gros. Donc là, voilà. Là par exemple, j'ai écrit très gros. Ça va me permettre du coup, dans ma tête, de ne pas trop galérer à lire ce que je raconte. Mais en plus, j'ai un autre outil pour ça, c'est ne pas mettre de ponctuation, mais à la place mettre des pauses. Alors on peut l'écrire comme on veut, mais il faut que ça soit quelque chose de visible et de grossier. Moi par exemple, pour une pause courte, j'utilise un slash simple, et pour une pause longue, j'utilise 2 slash. Par exemple, vous allez bien slash, hop là. Bonjour, j'aurais dû préparer ça à l'avance. Voilà, par exemple, les 2 phrases que je viens d'écrire dans le chat, c'est « Vous allez bien, bonjour !» et « Je m'appelle Bichette !» Voilà. En gros, c'est la manière dont je vais utiliser du coup mes slash pour rythmer ma parole. Mais bon, ça, du coup, ça va dépendre d'un peu tout à chacun.
Alors, là, ce dont je parle, en fait, c'est le petit animateur radio illustré. En gros, c'est toute une présentation, en fait, sur ce qu'est le taf d'animateur radio, sur ce que ça implique, sur ce qu'on fait, et sur aussi les utilisations qu'on peut faire hors, du coup, du contexte pur et simple de l'animation. Et évidemment, n'oubliez pas de sursigner la pétition pour que les sénateurs, les républicains, se retrouvent bien mal avisés face à des millions de signatures qui se disent, bon bah, on le fait passer, du coup, ce texte de loi. Parce que bon, du coup, moi, ça m'arrangerait pour bouffer, en fait. Et pouf, 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 ouh, je suis en retard. Alors, Moire Political Stuff, ou comment ne pas se doom une émission à cause des rapports de domination. Je m'explique. Des fois, dans une émission, évidemment, je parle très bien le français. Dans une émission, en fait, on va être plusieurs. Enfin, on va tous parler. On va plus ou moins préparer ça en fonction de la manière dont on veut structurer son émission. Il y a mille et une manières d'entrevoir la chose, de faire ça. Enfin bref, voilà, ce sera... Les process de travail seront complètement différents en fonction de l'émission qu'on veut faire. Et d'ailleurs, disons, ce short-là, on peut le trouver sur Internet. Alors... Par contre, quand on est à plusieurs dans une émission, je vais vous sortir une évidence, mais quel que soit le groupe social dans lequel vous êtes, vous pouvez même être avec vos meilleurs potes, c'est le sang de votre sang, vraiment, il y aura quand même des rapports de domination. Voilà. C'est-à-dire, il y aura des gens qui seront beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer, des gens qui flipperont juste à voir ceci, là, un petit micro. D'ailleurs, ça c'est absolument pas radiophonique, hein, ce que je viens de faire. Faut pas bouger le micro, c'est caca, ça fait du son dégueulasse. Généralement, en fait, faut pas hésiter à expliciter quand ça ne marche pas de manière fluide. Voilà, il y a. Du coup, oui, voilà, il y a plein de manières dont ça peut ne pas marcher de manière fluide. C'est-à-dire des désaccords stylistiques, des désaccords sur les sujets à aborder. Bref, voilà. C'est pas un drame, c'est pas un grand problème, il faut clairement expliciter ce qui ne va pas. Il faut être des adultes responsables et... Bonsoir Pardaf. Et bonsoir Sophie Eustache, merci pour ton subscribes. Du coup, voilà, il faut aussi clairement parler de la manière dont s'est passée l'émission, surtout quand il y a eu des petits accrochages et des petits soucis. Alors, Captain Blade, tu demandais... tac, 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 tac. Alors, mauvaise expérience que j'ai eue, on peut faire une émission chorale sans se couper. Alors, oui, on peut complètement faire une émission avec énormément de monde sans se couper la parole. Ça demande de bien se connaître et aussi de décider en fait de personnes qui vont plus ou moins diriger tel ou tel moment. Voilà, si par exemple un animateur s'amuse à te couper H24, ça veut dire qu'il est dégueulasse en termes d'animation. Il faut apprendre à intervenir de manière relativement fluide, à essayer de faire un bon jeu de ping-pong, mais il est très très important aussi de ne pas couper quelqu'un. Après, évidemment, tu peux aussi être en train de tunneler, et là c'est le devoir des autres animateuristes de réussir à te faire comprendre qu'il faut que tu trouves un moyen de t'arrêter, ou alors qu'elles vont être obligées de te couper pour des raisons de timing d'émission. Mais bon, là, non, c'est très clairement pas le sujet. Si ces braves gens-là s'amusaient à te couper la parole, ce n'est pas normal. Voilà. Faut leur dire très clairement, vous respectez ce que je suis en train de faire, vous respectez mon travail, parce que moi je respecte le vôtre. Tout simplement. Et si elles sont pas contentes, eh ben, écoute, tu peux leur proposer d'aller s'asseoir sur un cactus. C'est leur problème, c'est pas le tien, c'est pas toi qui a été dégueulasse en termes d'animation. C'est pas toi qui a été désagréable, même pour l'auditoire. Voilà. Et oui, effectivement, c'est bien que tu en parles de Patchwork, parce que le tunnel, faut réfléchir en fait à essayer de le rendre intéressant. C'est-à-dire, on peut vraiment se retrouver à parler pendant un quart d'heure d'un sujet qui nous passionne, sur lequel on est extrêmement rencardé, et réussir à sortir quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement lucide et d'extrêmement propre.
Et en fait, c'est en bonne partie pour ça que ce genre de passages très techniques, on n'hésite pas à les écrire en fait. Voilà, c'est pour éviter justement cet effet tunnel où on est en train de parler. Après, effectivement, je ne dis pas de chasser tous les tunnels, mais quand on a des impératifs de temps, là par contre, il faut malheureusement, on est obligé de les chasser. Et je dois vous avouer que je suis moi-même relativement contre les impératifs de temps, parce qu'effectivement, les tunnels peuvent être très intéressants. Mais, ah oui, non, mais moi je suis la grande pécheresse de la digression, hein. Je vis pour la digression. Mais quand on a des impératifs de temps, et que juste après nous, il y a Koé, bon, on est en train de parler de la dichotomie entre les blagues de Melon et les blagues de Melèche, depuis 3/4 d'heure. Lui, ça fait 5 minutes qu'il attend, qu'il doit lancer, il sait pas quoi faire. Il est vénère. Voilà. C'est ça aussi les impératifs de temps. Et en plus, derrière... Enfin, voilà, je parle bien évidemment là d'un contexte avec des temporalités précises. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui se retrouvent à bouffer toute la parole sur cette temporalité-là, faut réussir à le faire comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gestes techniques de radio. Alors vous pouvez vous imposer n'importe quel geste, mais par exemple, si quelqu'un vous fait ça, il est très probable que vous soyez vraiment à la bourre, et que va falloir que vous coupiez, et que du coup, que quelqu'un finisse par vous faire ça, et que du coup là c'est mort en fait. Vous êtes pris ce qu'on appelle communément un mur, vous êtes pris un morceau dans la tête, parce que vous étiez trop concentré sur ce que vous racontiez et que vous risquiez de mettre tout le monde à la bourre. Voilà. C'est aussi ça une émission, et c'est aussi faire en sorte de prévoir à l'avance pour éviter ce genre de moment. Parce que certains sujets méritent plus de temps pour être abordés, et du coup, faut réussir à se mettre d'accord sur comment faire ça proprement. Hop. Alors... Généralement, dans les émissions, on va reconnaître une terrible trinité sur les émissions en groupe. Le premier élément est passe-plateau. Alors effectivement, Pandolf Tonson fait sûrement des bêtises, mais du coup, pour s'assurer que le son de Pandolf fait des bêtises, évidemment, n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire. Alors... Le passe-plateau, c'est généralement cet animateur qu'on va trouver... en fait, c'est beaucoup plus fade qu'il ne l'est vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est la personne qui doit en fait faire en sorte de mettre les autres en valeur, qui doit mettre l'émission en valeur, qui doit mettre l'esthétique en valeur, qui doit tout mettre en valeur. C'est littéralement le présentateur, le gentil présentateur, voilà. C'est qui a les dents L'Oréal, qui a les cheveux Colgate, c'est un scandale, qui a toujours la patate. Ensuite, là où la chroniqueuse. Alors, généralement, cette personne aura étudié un sujet très précis, viendra faire une petite section, du coup, dans l'émission, et... parlera en fait de cette petite session avec un point, avec une insistance assez technique. C'est-à-dire en fait, elle a préparé de A à Z son speech. Et bravo, voilà, ma douce voix est ton cadeau d'anniversaire. Et du coup, cette personne, arrivera avec son savoir-là sur sa petite section, et la plupart du temps, interviendra relativement peu dans le reste de l'émission. Voilà. C'est, par exemple, la chronique cinéma de Jean-Michel Film, et du coup, parlera souvent avec un air pédant. Oui, j'ai vu hier Iron Man, scandale, je ne comprends pas pourquoi les masses se divertissent avec quelque chose d'aussi terrible que ça. Bref, voilà. Vous aurez compris, chroniqueur, ça c'est simple. Et le dernier rôle, c'est le sniper. Sniper, alors qui tire bien son nom, tout simplement, puisque sniper... comment dire? Pardon, j'arrive, j'avais un petit souci, voilà. La snipance... Oui, non, j'ai planté... J'ai fait une faute d'orthographe, voilà, j'espérais que vous ne le repériez point. Pardon. Voilà.
Alors, évidemment, si vous pouvez ban cette personne, merci bien. Oui. Donc la snipance, effectivement, c'est... comment dire, quelqu'un, voilà, c'est comme Laurent Baffy. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va réussir à caler enfin, des petits mots, des petits trucs, enfin, ça peut être des traits d'esprit, des blagues d'une lourdeur incroyable sur les darons, ça peut être tout et n'importe quoi, mais qui va réussir à caler un petit truc sur un timing très précis, donc qui devra veiller à ne pas couper la parole en plus à quelqu'un, donc ce qui est là toute la science d'un bon sniper, c'est quelqu'un qui ne coupe pas la parole des autres, mais qui arrive à imposer à un petit moment un truc, et généralement un truc qui sera humoristique. Bref, je sais pas, enfin, quelqu'un est en train de parler de galette, et Jackie le sniper va faire, je sais pas, ah là le vomi, ah, mais sur un timing où c'est drôle, voilà. D'ailleurs, pardon, j'aurais dû dire trigger warning et métophobie, mais je vois que c'est vraiment un exemple qui m'est venu comme ça à l'esprit. Bref. Je vais réussir à m'y retrouver. Alors, enfin, la fin du fin, casse dédiée à Broug. Ah non, je snipais bien en vrai, hein. Mais bon, c'est... Voilà, c'est... Je snipais bien, mais très peu. Mais ça, après, voilà, c'est une question d'équilibre. Enfin, la fin de la fin. J'ai un problème technique. Que dois-je faire ? Est-ce que je bouge des bras partout en faisant au secours à l'aide, sortez-moi de là ? Est-ce qu'on pleure tout de suite ? Ou alors, on garde un tant soit peu de flegme alors qu'on a envie de pleurer en boule. D'ailleurs, j'ai mis la musique bien trop fort. Je m'en excuse. D'ailleurs, je vais la baisser aussi pour moi-même. Pardon. Hop là. Alors ça, voilà, c'est un des soucis de l'outil qui est OBS. Hein. Il n'est pas excessivement propre pour plein de choses. Je vais réussir à m'en tirer. Je ne réussis pas à m'en tirer. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que je joue à Cookie Clicker. Voilà. Alors, en cas de soucis techniques, faut demander conseil à Broug. Alors, si vous n'avez pas la référence, Broug a animé il y a quelques jours, il a eu un colossal problème technique. Alors, Broug a fait tout ce qu'il fallait faire dans ce genre de cas-là. C'est-à-dire, rester calme, vraiment. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Il y a certains problèmes techniques, mais on vous entend encore. L'émission est encore assurée, il faut garder son calme. Voilà. Il faut rester positif, ce n'est pas grave. C'est juste une émission. Ce n'est pas un drame, personne ne vous en voudra pour un problème qui ne vient pas de vous. Et même si le problème vient de vous, ce n'est pas grave non plus. Ça peut être important aussi de rigoler. Ça peut être aussi important d'en rigoler, parce que effectivement, ça peut faire un moment d'animation vachement sympa, hein, qu'on se le dise. Et au final, bon, saccager une émission à cause d'un pépin technique, bon, ça arrive à tout le monde. Enfin, voilà. Si vous voulez, je peux vous filer une anecdote comme ça. Je voulais faire une émission sur Kraftwerk, un truc super précis, super vénère. J'avais quelque chose comme 35 minutes de morceaux avec moi pour faire ma petite émission, j'étais vachement content. Le problème, c'est qu'une fois arrivé face à la machine, en fait, les morceaux, ils passaient pas. Je m'étais planté dans les formats. Donc, ce qui fait que j'avais avec moi 35 minutes de musique pour une émission d'1 heure, qui était censée passer ric-rac en 1 heure. Alors, j'ai réussi à rajouter j'ai réussi à faire 40 minutes d'émission juste en parlant. Je vous avoue, j'ai pas réussi à tenir l'heure. Voilà. Mais bon, les problèmes techniques, ça arrive. Faut garder son calme, essayer de faire quelque chose de pas trop désagréable avec ce qu'il est possible de faire. Et essayer de s'en tirer. Et enfin, vous avez tout le temps de voir après l'émission le problème technique qu'il y a eu. Si jamais ça ne dérange pas son cours normal, ne vous en préoccupez pas. Faites avec le problème technique. Si ce n'est pas nécessaire à tout prix de le régler, ne le réglez pas, réglez-le plus tard. Voilà. En gros, c'est pour éviter de vous faire perdre du temps
de vous donner des problèmes supplémentaires. Mais ouais, enfin très sincèrement, avec plus d'expérience, j'aurais préféré. Hein. Et d'ailleurs, petite trivia sur cette émission sur Kraftwerk, je bouffais des madeleines en live parce que j'en pouvais plus de ma vie. J'étais absolument deg. Et du coup, voilà. Et c'est là qu'on arrive, voilà, à la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des soucis avec ce qui se passe? Est-ce que vous êtes OK? N'hésitez pas. Là, voilà, c'est le moment où je peux prendre tout le temps du monde, même si vous êtes arrivé un peu plus tard. Et évidemment, aussi, j'en profite pour rappeler à tout le monde le pourquoi du comment. Je suis en train d'ici, en ces lieux, plutôt que de faire ça sur mes lieux de diffusion habituels. Je suis ici aussi pour vous rappeler de signer la pétition qui va, hop là, qui va forcer le Sénat à étudier et qui va forcer en fait à étudier le Sénat pour comment dire, désolidariser le décompte de l'AAH du ou de la conjointe. Voilà, j'ai très mal expliqué le truc. Alors, où est-ce que j'ai trouvé mes images de la présentation? Alors, source de points Internet, source de points Twitter. Je passe beaucoup trop de temps sur Internet, je sauvegarde beaucoup trop d'images cursed, et ça me semble extrêmement important pour moi de pouvoir dégainer une image de cœur de pirate déguisé en Télétubbies dans son bain. Et coucou Nirilou. Alors, est-ce que je peux remontrer les chiens qui sautent dans des anneaux de feu? Attends. Non, je peux pas. Et coucou Nerilou. D'ailleurs, je vais en profiter aussi juste là d'avoir un tout petit peu d'avance. Du coup, ok, c'est Miu. C'est je suis désolé, j'ai encore écorché ton pseudo. Je suis vraiment lamentable. Voilà. Mais oui, non, mais a bel et bien eu les chiens qui sautent dans la série de feu. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Franchement, c'est honteux. C'est toi qui reprends le créneau après? Ok. Dac, ça roule. Bah, merci pour l'info, du coup, parce que j'ai pas eu le temps de vérifier. Du coup, tu vas faire quoi après? Mais d'ailleurs, si t'as envie de squatter le vocal et tout, c'est comme tu veux. Mais non, t'inquiète, dans le pire des cas, je peux rester un petit peu avec toi pour le vocal si tu stresses. Voilà. C'est... Non, vraiment. C'est... Bah attends, hop là. Je vais mettre mon micro d'actif, comme ça tu vas pouvoir m'entendre. Incroyable. Alors je vais te conseiller aussi de couper le son du stream. Coucou Nirilou. Alors, dis-nous tout. Que veux-tu faire? Et oui, pardon, il y a eu aussi Pandoff et Patchwork qui ont lancé non seulement la saison antifasciste, mais qui en plus ont lancé de Raid ici. Donc voilà, va y avoir plein de monde. Bonne soirée Twisted Punk. Alors, dis-nous tout. Que veux-tu faire après moi? Ouais, je travaille sur Dark Souls 3 pour le coup. Je voulais aller faire un autre jeu, mais prise de tête, je suis trop claqué pour ça, donc je vais aller sur un jeu de chill, Dark Souls 3. Jeu de chillos? Chillax? Oui. Ça roule. Alors, mais du coup, quoi comme chillance plus précisément? Je sais pas où t'en es toi, il faut juste que je... mais moi en fait j'ai terminé, en fait j'ai fait pile poil la présentation. C'est d'une propreté. C'est vraiment, j'ai terminé pile poil là. J'ai mes 5 minutes d'avance. Mais si tu veux, en fait, on peut même donner une bonne recette de crêpes. Là, on aurait le temps. Vas-y, donne ta recette de crêpes, ça me laisse le temps de préparer. Ouais, bah écoute, c'est simple pour faire des bonnes crêpes. Bon, je vous conseillerais du lait de soja. Alors, parce que ce qui est très bien en fait avec le lait de soja, c'est que ça va réagir très bien à la poêle. Alors, pour ça, il faut de la farine. Alors, des œufs, mais évidemment, il est possible d'utiliser d'autres liants. Mais vu que je suis seulement végétarien et pas vegan, moi j'utilise des œufs parce que, bon, voilà, il y a beaucoup des choses qu'il y a dedans. Non, par contre, je suis désolé, le lait de soja, c'est la vie. Voilà. Pour la cuisine, c'est la vie en tout cas. Alors, étant vegan, tu viens de m'apprendre que le lait de soja, la poêle, ça passe mieux. Oui, mais c'est trop bien pour les préparations en fait. Ça va réagir très vite, faut que tu surveilles beaucoup ça. Mais c'est vachement pratique, vraiment. C'est. Je ne sais J'ai tendance à utiliser du lait d'avoine, c'est le lait d'avoine que je préfère, pour le coup. Et oui,
Voilà, mais c'est du lait végétal bourgeois. Enfin, en fait, c'est ça le principal souci. C'est pour ça que j'ai commencé avec du lait de soja. Tout le monde me disait, voilà. Alors voilà, bon, évidemment, mon grand frère intervient. 2 tiers farine classique. C'est vrai, 1 tiers de maïzena. J'avais oublié ça, effectivement. Et ça, effectivement, par contre, c'est d'une lucidité. Ça te fait des crêpes qui sont très bonnes et qui sont en plus, voilà, très simple, très fluide. Et oh, YouTube, j'ai arrêté mon enregistrement ici, hein.